Je pense qu'avant de commencer cette aventure, il faut que je te recontextualise les choses. Tout s'est passé tellement vite que moi-même j'ai pas compris comment est-ce que j'ai pu finir en Afrique du Sud aussi rapidement. Revenons à tout début septembre, une semaine avant le Alpa Adventure Moto Festival. Avec Clara, on est parti rouler quelques jours ensemble, principalement en off-road, entre la France et l'Italie, histoire d'en profiter pleinement avant d'enchaîner avec 3 jours de salon. Durant cette petite balade, entre 2 pauses, elle me balance un... Au fait, en novembre, je pars en Afrique du Sud avec Liberty Rider et ça aurait été vraiment cool que tu viennes. J'avoue, ça aurait été un délire. Mais bon, tu sais, c'est le genre de proposition qu'on te fait où c'est tellement gros que tu te dis que ça peut pas arriver. Le salon passe et une mauvaise chute tout à la fin de notre balade avec Clara m'a coûté une quadruple fracture à un doigt. Après le salon, je rentre chez moi et mes journées sont rythmées entre le montage de notre trip en Grèce, le dérochage du trip qui a été fait avec Clara, ainsi que divers rendez-vous entre le doc, le radiologue et moi afin de trouver la meilleure solution pour mon doigt. 2 heures à peine avant mon rendez-vous avec le chirurgien pour savoir si j'allais me faire opérer ou pas, Clara m'appelle. Clara. Brian, est-ce que tu te souviens de ce dont je t'avais parlé pour l'Afrique du Sud ? Ouais, je m'en souviens. Si t'es toujours partant, la place est disponible et elle est pour toi. T'es en train de me dire que si je te dis que c'est bon pour moi, j'embarque avec vous, t'es sûr ? Écoute, j'ai vu avec l'équipe de Liberty Rider, ils sont chauds pour que tu fasses partie de l'aventure, donc si c'est bon pour toi, t'embarques avec nous. Mec, j'ai tellement envie d'y aller, mais le problème c'est que je risque de me faire opérer du doigt, et si je me fais opérer du doigt, je pourrais pas faire de moto. Après discussion avec le doc, j'évite l'opération. Je DM direct Clara pour lui annoncer que j'en suis, et 3 semaines plus tard, j'embarque pour l'Afrique du Sud avec toute l'équipe de Liberty Rider, ainsi que Sushi, Valerio qui est Carbone 23, et Ellie. 3 personnes qui font également partie du voyage et que je ne connaissais absolument pas avant ce trip-là. Viennent ensuite se greffer Julien et Pat, respectivement le vidéaste ainsi que le photographe officiel de ce voyage. Maintenant que je t'ai briefé et que tu connais le contexte, y a plus qu'à prendre l'avion et à décoller en direction de l'Afrique du Sud. Let's go! Aéroport de Charles de Gaulle, Paris, le 1er novembre 2022. Salut, ça bien Julien du coup. Enchanté. Salut, Julien. Clara. C'est vite hein. En novembre 2022 et grâce à l'application Liberty Rider, on est parti 2 semaines en Afrique du Sud. Bonjour, c'est pour l'Afrique du Sud. De Cape Town jusqu'au Cap des Aiguilles en passant par Prince Albert ou encore le Cap de Bonne-Espérance, c'est accompagné de notre guide William de chez West Eurobikes. Eurobike organise ce voyage, n'hésitez pas, contactez-les sur leur site internet West Eurobike. Ainsi que toute la brochette de copains que nous t'emmenons découvrir ce pays incroyable qui regorge d'histoires, de plein d'anecdotes ainsi que de surprises. Pour ne rien louper concernant cette nouvelle aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir nous rejoindre sur Instagram. Let's go, easy. Cape Town, Afrique du Sud, le 2 novembre 2022. Après 11 heures de vol au départ de Paris, on est enfin arrivé à Cape Town, la capitale de l'Afrique du Sud. Après notre transfert depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel de Charles, on a tous récupéré nos chambres et nous nous sommes endormis sans réelle difficulté. Je pense que l'on avait tous besoin d'une bonne nuit de repos. Premier petit-déj tous ensemble, à l'hôtel, et on découvre déjà les premières saveurs sud-africaines
dans nos assiettes. Personnellement, je suis déjà en train de baver devant cette assiette d'œufs bénédicts, supplément avocat et bien évidemment l'éternel classique, un petit café, tu connais. Ça, peu importe la zone où je peux me situer, ça bougera jamais. Programme de la journée, partir à la découverte de Cape Town ainsi que de ses alentours. La ville est grande et divisée en de nombreux quartiers. L'histoire de la ville, voire même du pays, est assez technique, mais on va essayer d'en aborder les grandes lignes. Mais avant, direction la montagne de la Table, qui est un des symboles principaux de la ville du Cap. D'une hauteur de 1086 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut y monter à pied ou en empruntant un téléphérique. En tout cas, peu importe le moyen choisi, je peux t'assurer que la vue en haut est absolument incroyable. Si vous sentez des frissonnements allant du dos jusqu'à la nuque, c'est que le ciel est sur le point de tomber. On a rapidement remarqué que l'on avait tous les cheveux chargés en électricité statique. Après une petite recherche effectuée sur Google par Clara, on apprend que ce genre de phénomène annonce un orage qui devrait éclater juste à côté de nous. Quelques secondes plus tard, un énorme flash suivi d'une grosse détonation couplée à une onde de choc hyper chaude s'est produite juste à côté de nous. La puissance du souffle, mec, t'as même pas idée. Clairement, on a failli tous griller sur place. La sensation était archi flippante, mais tellement incroyable. Le sang s'est glacé instantanément, alors que la peau était encore chaude. Flippant donc, comme je te le disais. Mais paradoxalement, j'ai grave kiffé. J'ai jamais ressenti une énergie aussi puissante que ça. Bon, on s'est vite mis à l'abri ensuite. On n'a pas non plus traversé la planète pour venir mourir ici foudroyé. Ça serait dommage. On apprendra ensuite que l'accès au téléphérique est fermé pour la journée, justement suite à cet orage. Putain, fait beau, hein. Heureusement qu'on est en Afrique du Sud, les gars. On reprend le téléphérique et on va maintenant aller manger au restaurant dans la ville du Cap. Le timing est bon puisqu'il commence à pleuvoir, en espérant que la météo s'améliore le temps de notre repas. À peine rentrée dans le resto, Clara commence à se sentir archi mal. Elle rentrera à l'hôtel histoire de se reposer. Le voyage a été épuisant pour tout le monde et on a très peu dormi. Le coup de tonnerre dont je te parlais tout à l'heure a mis pas mal de gens KO. C'est vraiment pas des conneries ce qui s'est passé tout à l'heure. On ressent tous des effets ultra bizarres même de longues minutes après. Dans un sens, tant mieux que Clara aille se reposer maintenant. Vaut mieux que le contre-coup arrive maintenant plutôt que demain sur les motos par exemple. Une fois notre repas avalé, on repart en direction du quartier Bo-Cap, qui veut dire au-dessus du cap en africain. Situé au pied de Signal Hill, Bo-Cap abrite une forte concentration de Malais du Cap. C'est une population de religion musulmane, descendante d'esclaves originaires de la Malaisie, d'Inde et d'Indonésie, qui furent déportés afin de servir de main-d'œuvre dans la colonie du Cap. Lorsque l'esclavage a été aboli en 1834 et que ces derniers ont pu acheter leur propre maison, beaucoup d'entre eux ont choisi de les peindre dans des couleurs vives pour exprimer leur liberté enfin retrouvée. C'est pour cela que la plupart des maisons sont colorées dans ce quartier. La fin de journée approche et on va se balader au centre commercial de Victoria, du côté du port de Cape Town. On visite quelques boutiques et on va ensuite boire un verre tous ensemble, tranquillement, tout en profitant des derniers rayons du soleil ainsi que d'un petit spectacle de rue. Ah oui, et Clara va mieux. Elle nous a d'ailleurs rejoint cette fin de journée. C'est absolument pas son anniversaire, mais on l'a accueilli avec la première chose qui nous venait en tête. On enchaîne ensuite avec un resto à l'hôtel de Charles, là où nous dormons ce soir encore. C'est ouvert. Le Manhattan. Oui, le Manhattan. Alice, la maman du groupe, s'occupe des cheveux des filles, parce que demain, on récupère les motos et on attaque les choses sérieuses. Allez, bonne nuit mon gars. Rendez-vous demain 7h00 pour le petit-déj. Et attention parce que William, notre guide, contrôle. Donc t'as intérêt à être à l'heure. Cape Town, Afrique du Sud, le 3 novembre 2022. Je n'ai dormi que quelques heures seulement, mais ça fera l'affaire.
Je saute hors du lit, j'enfile un short et je traverse directement la rue pour aller prendre un petit déj avec toute l'équipe. Une fois ce dernier avalé, un chauffeur nous attend pour nous emmener chez Triumph. On a 8 Triumph Tiger 900 Rally Pro qui nous attendent. On remplit les papiers nécessaires à la location et on fait les vérifications avec le loueur, histoire de se mettre d'accord sur l'état de la moto avant de signer. En gros, on effectue quelques points de contrôle sur la moto, à savoir si les roues ne sont pas voilées, si le cadre n'a pas pris un pet, le guidon, le réservoir, les crash bars, ce genre de choses. Me concernant, les anciens propriétaires de la moto ont dû la faire tomber sur le côté gauche, ce qui expliquerait que les protège-mains ainsi que les cale-pieds soient déjà abîmés. Je remarque aussi que la boucle arrière du cadre a pris un pet. J'ai plus de cale-pied arrière et la partie inférieure de la boucle arrière est légèrement renfoncée. Esthétiquement, c'est pas ouf, mais une fois assis sur la moto, je n'ai absolument aucune gêne. Ça ne m'empêchera pas de rouler. Une fois la partie administrative faite, il est temps de prendre la route et d'apprivoiser la bestiole. Mise en jambe tranquille ce matin. On n'a que de la route à faire. Le seul vrai danger pour le moment, c'est de ne surtout pas oublier de rouler à gauche et non à droite comme on a l'habitude de le faire en Europe. On arrive rapidement à Out Bay, qui est un village côtier situé au fond d'une baie à 15 km au sud de la ville du Cap. Il est bordé d'une très jolie plage de sable blanc et d'un gros promontoire rocheux que l'on appelle Sentinelle à l'ouest. On monte ensuite à bord d'un bateau pour prendre le large et rendre visite à un énorme banc d'otaries posé sur une dalle rocheuse en pleine mer. Ce spot leur permet ainsi de se protéger des requins et de ne pas servir de plat de résistance. Pause du midi dans un restaurant en bord de côte et on enchaîne ensuite avec la rencontre de manchots du Cap. À la fin du 19e siècle, il y avait environ 2 millions de manchots du Cap. La population est tombée à 500 000 oiseaux en 2000 et on n'en comptait plus que 55 000 en 2010. C'est donc clairement une espèce en voie de disparition. On va maintenant se rendre au Cap de Bonne-Espérance. On arrive maintenant au Cap de Bonne-Espérance. À cet endroit, beaucoup de gens pensent être au point le plus austral de l'Afrique. Mais ce n'est pas le cas. La vraie pointe la plus au sud se trouve au Cap des Aiguilles, que nous irons voir plus tard durant ce voyage. Cependant, lorsque l'on suit la côte depuis l'équateur, le Cap de Bonne-Espérance marque le point où on commence à voyager plus vers l'est que vers le sud. Ainsi, contourner le Cap était un objectif des Portugais pour établir des relations commerciales directes avec l'Extrême-Orient. Le premier à franchir concrètement le Cap de Bonne-Espérance est Vasco da Gama, en 1497, alors qu'il était à la recherche d'une route pour le mener en Asie. Le nom qu'il donne au cap est à l'époque celui de Cap des Tempêtes,
car les courants y étaient très forts. Le roi du Portugal le rebaptise en Cap de Bonne-Espérance, car il y voit une nouvelle route vers l'Asie, ainsi que ses épices. La fin de journée approche et il est maintenant temps de se rediriger vers le Cap. On emprunte une route côtière où le coucher de soleil la sublimera. La vue est incroyable. Et bien évidemment, Pat, notre photographe, n'en perdra pas une miette puisqu'il shootera quelques photos absolument magnifiques. Dernier arrêt à Camps Bay, une plage à quelques kilomètres de Cape Town, où l'on profitera des derniers rayons du soleil, ainsi que de son sable blanc, avant de filer au restaurant, afin de partager un bon repas et de faire plus ample connaissance entre nous. Une première journée plutôt tranquille, mais nous avons enfin récupéré les motos. Dernière soirée sur Cape Town, puis demain, nous quitterons l'hôtel de The Charles pour foncer en direction de la ville de Montagu. William nous annonce un départ pour 9h30 max. Demain sera donc une grasse mat. Réveil à 8h00 pour un bon petit déj et on attaque le tracé. Bonne nuit mon gars. Le mec, il trouvera toujours un prétexte, un truc. Est-ce que ce buisson, ça serait... Vendredi 4 novembre 2022, hôtel The Charles, Cape Town, Afrique du Sud. Jusqu'au village de Franschhoek. Ce matin, on se réveille tôt. On charge les valises dans le 4x4, on prend le temps d'avaler un petit déj et William, notre guide, nous fait un rapide briefing de la journée. Clara, on sort de la ville, on va passer par l'autoroute. Nous quittons Cape Town définitivement et nous prenons la direction de Montagu, une ville située à 180 km de notre position. Pour sortir de Cape Town, il n'y a pas 36 solutions. On prend l'autoroute pendant quelques kilomètres. On est rapidement frappé par l'apparition de townships en périphérie de la ville. C'est le nom que l'on donne à ces bidonvilles ici en Afrique du Sud. C'est malheureusement un héritage de l'apartheid et on retrouve ces quartiers populaires dans toutes les zones urbaines du pays, en périphérie des métropoles. Ils sont majoritairement habités par des métis, des noirs et des indiens, face à l'exclusion des habitants non blancs des grandes villes au XIXe siècle et leur interdiction d'accès à la propriété par le gouvernement. Le plus connu d'entre eux, c'est le fameux township de Soweto, situé à Johannesburg. Déjà parce que c'est ici que vécurent les 2 prix Nobel de la paix Desmond Tutu et Nelson Mandela, mais aussi parce qu'avec leurs 4 millions d'habitants, il s'agit du plus grand ghetto d'Afrique du Sud. Je t'avoue que j'aurais aimé discuter avec les gens qui y vivent. Parler de leur quotidien, partager un peu leur vie, avoir leur ressenti, comment ils envisagent les choses, tout ça quoi. Mais par manque de temps, ça ne sera pas possible. Mais quand je reviendrai ici, ça sera sur ma liste. En attendant, restons concentrés sur l'autoroute. Il n'est pas rare de voir les habitants de ces quartiers traverser l'autoroute avec des caddies de course, d'énormes sacs poubelles et même leurs enfants. Les scènes sont surréalistes et il faut rester vigilant. Enfin une véritable ouverture. Je vois que Valerio et Sushi sont en train de se chauffer et partent devant. Voyons un peu ce qu'a cette moto dans le ventre. Première véritable courbe de ce voyage et du coup premiers essais routiers de la Tiger 900. Elle s'emmène plutôt bien. La plage d'exploitation optimale de ce dernier se trouve assez haute. Peu de couple avant 8000, ce qui oblige à devoir la savater un peu pour jouer sur la plage dynamique optimale, entre 8 et 12 donc. Heureusement que le shifter est là pour inciter à jouer avec.
La partie cycle est intéressante sans non plus être incroyable. Bon, faut aussi prendre en compte que la moto est sûrement mal réglée au niveau des suspensions. J'ai gardé l'ABS pour le moment, mais j'ai désactivé le traction control. Je suis pas trop fan des assistances, ça doit venir du off-road ça. Et on n'est pas non plus sur un missile sol-sol si tu vois ce que je veux dire. Mais je note également que passé les 180, la moto se met fortement à guidonner. Est-ce que c'est juste la mienne ou est-ce que c'est général? J'en discuterai avec les autres pour voir. Je suis un peu mitigé sur le comportement de la moto, en tout cas pour le moment, même si ça n'empêche pas de pouvoir me faire plaisir. Ce sont vraiment mes premières impressions à chaud là. On apprend à se connaître elle et moi, à voir après quelques réglages basiques et surtout après un essai sur ce pourquoi elle a été aussi faite, rouler sur les pistes. On refera un point plus tard sur cette Tiger 900. Petite pause du midi au restaurant, et Pat en profite pour éditer et nous montrer les premières images de ce voyage. On bave pour deux choses maintenant, la nourriture exquise de ce restaurant et les photos de Pat. On est arrivé à Montagu, situé dans la province du Cap-Occidental, à 180 km de la ville du Cap par la route 62. Elle est aujourd'hui une petite ville touristique, appréciée pour ses sources minérales et la beauté de son paysage environnant. En survolant la ville, j'ai été rapidement absorbé par l'église, ainsi que par un arbre qui mesure une vingtaine de mètres de haut. Résultat, mon drone coincé à 12 mètres de haut. Mais avant que je te raconte cette histoire, petite présentation de l'hôtel, ainsi que de la chambre où je vais dormir. Aïe. Je rentre, donc déjà, on pose les bases, baignoire extérieure, ok? Nice. Very nice. Et un détail que je peux pas retransmettre avec la vidéo, c'est ça. Une odeur incroyable, franchement incroyable. Ça parfume tout le spot, tout l'intérieur de la chambre. Je me suis emballé avec ma baignoire extérieure, mais est-ce que ça fonctionne au moins? Yes, putain, ça marche. Lourd. En arrivant sur place, je me rends rapidement compte que ça va être chaud de le récupérer. Grimper là-haut est faisable en soi, mais impossible d'atteindre le bord du sapin. C'est beaucoup trop risqué. La chute à cette hauteur serait fatale. Et j'ai pas envie de prendre ce risque-là pour un drone. Une dame avec son enfant habitant la ville se met à discuter avec moi. On sympathise et elle cherche rapidement des solutions. Elle sort son téléphone et commence à parler à quelqu'un en africain, qui est également la langue officielle du pays en plus de l'anglais. Elle raccroche et me dit qu'elle vient d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent avec une grande échelle pour récupérer le drone. Je lui souris car je suis à la fois content d'avoir une solution à portée de main, touché par le fait qu'elle m'ait trouvé une solution, et à la fois gêné de déranger les pompiers pour si peu. Les minutes passent et personne n'arrive. Cette dame réapparaît et on se met à discuter de tout et de rien. Elle me demande d'où je viens, ce que l'on fait, et on en vient même à discuter de la guerre en Ukraine. Pour elle, c'était un sujet clos depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis toujours admiratif de la déconnexion des gens vis-à-vis de faits de société comme ça, dans le bon sens du terme. Et franchement, parfois je trouve ça pas plus mal. Elle ressort son téléphone pour savoir où en sont les pompiers, et on apprend qu'en fait, c'est la police qui va d'abord venir sur les lieux, d'ici quelques minutes. À peine elle raccroche, que toute la ville est plongée dans le noir. Ok guys, bon là je suis dans le noir total, donc en fait apparemment il y a des restrictions d'électricité en Afrique du Sud, ou en tout cas dans la zone où on est là, et c'est de 20h à 22h, voilà, donc histoire de pimenter un petit peu cette histoire, et bien nous sommes dans le noir total, toujours à attendre le drone, qui est là-haut, voilà, c'est le petit truc qui clignote, ceci n'est pas une étoile, c'est mon drone. Elle m'explique que pour des raisons d'économie d'électricité, les villes sont parfois plongées dans le noir, plusieurs fois par semaine, et parfois même pendant plusieurs heures. La population continue de vivre leur vie, se balade, promène leurs chiens, discute et évolue avec des maglights ou des frontales dans la ville. Tous les copains sont à table au restaurant,
Mais ils sont restés solidaires. Étant dehors et attendant la police, que ce soit Sushi, Carbone, François, Pat, Julien, tous venaient m'apporter les différents plats à tour de rôle, dehors, à une centaine de mètres du restaurant. Hi. You're the police? Yes, is that the road? Yes, he is just here. But it's stuck there now. It's stuck in a tree. And if it's possible to call the fireman or... Oh, we want. How did you fly the drone up there? I was flying from the mountains. From which side? Bon, là clairement je commence à parler chinois et à bafouiller parce que j'étais en train de réfléchir en même temps à quoi dire. Je connais pas les lois concernant les drones ici, surtout en ville, et je voulais pas me cramer bêtement. But you're going to stay here now. Yes, because I really need to take it. Fire station. That's not part of their duty. Okay. They explain it to you like that. La police finit par arriver et constate le problème. Le hic, c'est qu'ils m'annoncent que les pompiers ne viendront pas car ce n'est tout simplement pas leur travail. Et chose que je comprends en soi. La police disparaît dans la pénombre et je me retrouve de nouveau solo, dans le noir, sans vraiment savoir si je vais récupérer mon drone ce soir. Mais comme ils m'ont dit d'attendre, alors j'attends. Le temps passe, peut-être 15 minutes, et la police revient avec derrière eux une autre camionnette. La personne se présente et je remarque une grande échelle dans son camion. L'échelle peut atteindre 10 mètres d'après ce que je comprends. Mais il m'explique que si son patron le voit faire ça, il pourrait perdre son travail. La police disparaît de nouveau après m'avoir salué et l'homme à l'échelle s'en va également. Je me retrouve à nouveau solo, dans le noir, sans trop savoir la suite de cette histoire. Les minutes passent et 2 phares apparaissent de nouveau dans la pénombre. Une nouvelle camionnette arrive avec le même chauffeur. Il est parti chercher un autre camion avec une nacelle qui peut grimper jusqu'à 15 mètres de haut. Il place le camion en sécurité, installe l'ensemble et se met à grimper jusqu'en haut pour récupérer mon drone. Mec, je suis tellement content de pouvoir le récupérer sans encombre, t'as même pas idée. Ainsi, mes bandes filmées sont préservées et le drone va normalement pouvoir continuer de voler. Retour au restaurant et j'ai le droit à une standing ovation de toute l'équipe de Liberty Rider ainsi que des copains qui étaient à table. Fatigué mais content, je finis de manger mon plat et on va boire un verre tous ensemble au bar juste derrière. Je t'avoue que j'ai pas fait long feu et j'ai rapidement quitté la soirée pour aller dormir. Beaucoup trop d'émotions ce soir. Allez, bonne nuit mon gars. On se retrouve demain pour le petit-déj. William nous annonce un départ à 8h00, alors je te conseille de pas traîner. Montagu, Afrique du Sud, le 5 novembre 2022. Réveil à 6h30 ce matin. La nuit a été courte, en plus d'une soirée mouvementée par mon drone qui est resté coincé dans le sapin près de l'église. Après un petit déj express, on charge les bagages dans le 4x4, on récupère les motos et on repart sur les routes sud-africaines qui ont visiblement été arrosées par de la pluie. Programme de la journée, attaquer les premières pistes de ce voyage, et ça fait plaisir. Je les attends avec impatience. Mais avant, on a une bonne section routière à faire. Concernant ce que je te racontais hier par rapport à la Tiger 900 et son guidonnage, sur cette ligne droite, tu vas pouvoir te rendre compte sur quasi toutes nos motos. À haute vitesse, c'est littéralement toute la moto qui se met à vibrer. On en parlait d'ailleurs avec Sushi à la station-service. Lui aussi était choqué du comportement de la moto. Quelque part, ça me rassure parce qu'au moins c'est pas que la mienne qui a un problème. Et d'un autre côté, on va pas se mentir, mais c'est pas hyper rassurant non plus. On s'arrête en station-service, on remplit à nouveau les réservoirs, on abaisse les pressions des pneus, histoire d'être plus stable sur les pistes. Ellie appréhende un peu, car d'après ce que j'ai compris, la seule et unique fois qu'elle a fait de la piste, elle s'en est mise une. Bon, pour moi y a rien de grave là-dedans, sachant que je m'en colle aussi régulièrement. Mais j'essaye de lui filer 2-3 conseils pour qu'elle puisse rapidement récupérer confiance et kiffer tout simplement. Bon, déjà on va passer en mode off-road. Ouais. Parce que là sinon tu vas rien comprendre à ce qui va se passer, tu vas freiner, ça va jamais freiner. À la sortie du canyon, il y aura une espèce de pas de doigt avec des pistes qui partent une à droite, une à gauche. On s'arrête à cet endroit-là. D'accord. Et on repartira dans l'autre. Moi je continue moi. Je fais tout droit. Jusqu'au Maroc. Loin devant tu regardes et debout. Et évite surtout ne pile pas de l'avant. C'est en couplage ou pas là? Ah, Non. Attends. Oubliez pas non plus qu'on est à 10 000 bornes de la maison. Ouais, ça c'est le principal. 11 000. Que l'hôpital, il y en a un où je dorme. Donc il y a 100 bornes là. T'appuies juste dessus et jusqu'à temps qu'ils te disent Allez, faut go. une ligne. Tutut. Est-ce que ça fait télu télu? Tut. Faut garder un peu de Tulut, réserve. tulut. Ah. Des fois t'arrives un peu. Hello. Bah, t'es pas sur la salle. Je crois que j'ai Clara CTO dans mes oreilles. Amazing.
Plaisir de ouf de voir Clara à l'aise sur les pistes comme ça. On était partis ensemble en septembre sur un autre trip qui verra d'ailleurs bientôt le jour en vidéo sur cette chaîne et elle roulait déjà archi bien. On avait échangé quelques conseils sur certains placements ou certaines choses à faire pour être plus à l'aise sur piste. À peine 2 mois après notre premier trip, je suis sur le cul. Elle a une aisance sur la Tiger, c'est un régal à voir. Gros gaz, petite glisse, tout le temps debout, bien sur ses appuis et le regard loin devant. Franchement, j'avais le sourire dans mon casque tout du long. Un pur régal de l'avoir roulé comme ça. Vrai test de la Tiger 900 sur des pistes, et là je t'avoue que je commence à vraiment l'apprécier. Tous les petits défauts que je pouvais lui trouver sur la route sont gommés en off-road, la moto est beaucoup plus secouée, du coup on prête beaucoup moins attention à ce genre de défauts. Surtout au niveau du guidonnage, ça doit l'atténuer du fait que l'on soit debout sur les cale-pieds, à vitesse un peu moins élevée que sur la route, ainsi qu'une prise au vent qui est amendrie. Par contre on est sur une piste boulevard, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle particulier. À mon avis, dès qu'on aura affaire à des pistes beaucoup plus cassantes, là il faudra intervenir sur le réglage de fourche, parce que ça risque de devenir incontrôlable. En tout cas, concernant mes premières impressions off-road, la moto met en confiance et est facile à emmener sur les pistes. Buté. C'est toi la trace là-bas? C'est WAM. Max, j'étais en butée totale. Ah, on va pas se mentir, cette action elle était quand même ultra chaude. C'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est surtout pas la première fois que j'arrive à m'en sortir correctement. Alors, est-ce que c'est du skills ou est-ce que c'est de la chance? En tout cas, la sensation sur les grosses glisses comme ça avec raccrochage parfait, c'est juste incroyable. On enquille ensuite avec une chouette section routière, que l'on enroulera proprement avec Clara d'abord, puis avec François qui viendra se greffer devant nous. Section et on en profite pour s'arrêter à la prochaine station-service pour remplir les réservoirs des motos. Au moins, on sera tranquille pour les prochaines sections pistes que l'on aura cet après-midi. Mais avant d'attaquer la suite, on va s'arrêter au restaurant, où nous marquerons une véritable pause. De quoi manger, dormir un peu, décharger les photos pour Pat, mais aussi un peu de mécanique sur le drone FPV de Julien. Tu peux accélérer fort ou pas, voir ça donne?
combien là? Je sais pas, allez, 150. 157. Putain, ça veut dire que t'aurais pu me suivre, mais easy sur les pistes en fait. Après une bonne sieste et un taux de caféine bien rechargé, on repart de plus belle sur les pistes et une chouette surprise nous attend pour la fin d'après-midi. Mais on en reparle juste après. Plaisir de voir Valerio devant moi, debout et avec un bon rythme sur la piste. Ça enroule tranquillement avec de bonnes accélérations tout de même sur certaines sections. Et rappelons-le, c'est l'une de ses premières sessions off-road de toute sa vie. Ça a le mérite d'être souligné. Il progresse vite et ça fait plaisir à voir. Désolé pour tout à l'heure. Non mais t'inquiète, moi ça m'a fait gaulerie en fait. Parce que j'ai vu que t'arrivais fort. En fait j'ai vu le faire, je fais ok c'est bon je vais pas tomber, mais je me suis dit putain je suis obligé de lui couper la gueule pour pas tomber, et je me suis dit s'il met un coup de frein de l'avant à cause de moi je vais m'en vouloir, tu vois. Non t'inquiète. Franchement c'est cool hein, tu te débrouilles bien hein. Si t'as jamais fait de piste avant, franchement tu te débrouilles bien hein. La seule fois où j'en ai fait avant c'est chez Gaz Gaz, mais c'était vraiment du hard enduro, genre dans les bois et tout. Et pendant que l'on discutait avec Valerio, Sushi était encore en train de rouler sur la piste. Et disons qu'il s'est un peu emballé. Est-ce que peut-être une caution, ça passe en note de frais chez Liberty ou pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah il se peut que j'ai plié la moto quoi. Merde. Comment j'ai fait? Ouf, elle était sèche celle-ci. Soit on la relève tout de suite et on dit à personne qu'on est tombé, soit on attend François pour nous aider. Guidon droit. Ça c'est fumé. Crash bar café. Oh putain le réservoir. Oh, je suis mort. Je suis dead, la caution elle va sauter. je crois que je suis tombé. Je crois que la caution elle va sauter. C'est pas grave ça. Si. Chable réserve, je me suis éclaté. Je suis arrivé trop vite. En fait j'avais peur que ça tournait. J'ai planté les freins. Je me suis mis en mode full attaque, j'étais bien. Enfin j'étais bien. Ouais, ça donne envie. Je prenais du plaisir. Ouais c'est pas grave. Gros c'est fond, je crois que je vais arrêter la moto mec. À chaque fois je chute. Mais non mec, dis pas de bêtises. Ça c'est juste le métier qui rentre, t'inquiète. T'en as mis une? Oula, je pense que c'est une nouvelle. Ah ouais? Ah là tu t'en es coulu une. Bah là on laisse faire un petit réservoir à changer je crois. Oh putain! Merde! Waouh, qu'est-ce que t'as foutu mec? Non, déjà, tu t'es pas fait mal. Là, la caution, elle est baisée. Comment ça a pu que t'as peur? Plus de peur que de mal pour Sushi. La chute était quand même bien violente. Mais ça arrive, y a que comme ça qu'on apprend.
Difficile de vraiment comprendre ce qu'il s'est passé. On dirait qu'il a planté avec le frein avant et a direct rebondi sur une espèce de pierre qui l'a éjecté de la moto. Belle chute en tout cas, Sushi. Parlons sérieusement 2 minutes. Lorsqu'il est tombé, tu as vu Sushi recevoir un appel sur sa montre. Cet appel a été émis par Liberty Rider. Oui, la même application qui nous a invités à venir à rouler ici, en Afrique du Sud. Donc cette application, elle permet de sauver des vies, littéralement. Une fois que cette application est installée sur ton téléphone, elle va analyser ton trajet via un algorithme qui a été spécialement développé par Liberty Rider et qui utilise l'intégralité des capteurs qui sont présents dans ton téléphone. Pour illustrer, on va prendre 3 cas concrets. Premier cas de figure, imaginons que tu tombes à moto, mais que tout va bien. Tu reçois un appel Liberty Rider sur ton téléphone et du coup, tu as juste à lui indiquer que tout va bien et que tu n'as pas besoin de secours. Donc dans ce cas-là, l'application a bien pris en compte qu'il y a eu un accident, mais tu lui as signalé que tout allait bien, donc ça s'arrête là. Deuxième cas de figure, imaginons que tu aies un accident de moto, tu tombes, tu te blesses, mais ça va, tu es conscient et tu peux quand même prendre des décisions, on va dire. Donc si tu as accès à ton téléphone et que tu reçois cet appel Liberty Rider, tu peux très bien lui indiquer que effectivement tu as eu un accident et que tu as besoin de secours. Dans ce cas-là, Liberty Rider va automatiquement contacter les secours et les envoyer à la position dans laquelle tu te trouves. Troisième cas de figure, et là c'est vraiment un cas extrême que je souhaite à personne, mais ça peut arriver malheureusement. Imaginons que tu aies un accident de moto, tu te blesses et tu es inconscient. L'application va te contacter exactement de la même manière, mais tu seras dans l'incapacité de répondre puisque tu seras inconscient. Dans ce cas-là, l'application va automatiquement joindre les secours et les envoyer à la position dans laquelle tu te trouves, malgré le fait que tu sois inconscient. En gros, tu as un laps de temps pour pouvoir interagir avec cette application lorsque tu as un accident. On pratique tous une passion qui n'est pas sans risque, on le sait très bien. La chute, elle fait partie de la pratique malheureusement et on peut pas toujours l'éviter. Avoir un ange gardien avec soi, c'est primordial et c'est là tout l'intérêt de Liberty Rider. Évidemment, c'est un service qui n'est pas gratuit et qui nécessite un abonnement. Mais il faut savoir que Liberty Rider est associé avec la plupart des assurances moto et du coup, il y a de très grandes chances pour que ton assurance prenne en charge l'abonnement et ce durant l'intégralité de ton contrat d'assurance. Tu télécharges l'application sur ton téléphone. Une fois qu'elle est installée, tu la lances et tu vas avoir un petit pop-up qui apparaît qui va te demander de rentrer ta plaque d'immatriculation. Une fois que ça c'est fait, l'application va automatiquement détecter chez quelle assurance est-ce que tu es et te dire si l'abonnement est pris en charge ou pas. Si effectivement ton assurance prend en charge l'abonnement Liberty Rider, en quelques secondes c'est activé et t'as plus rien à faire. À partir de ce moment-là et à partir du moment où tu lances l'application, tu seras protégé durant l'intégralité de tes trajets à moto, que ce soit des petits trajets, des longs trajets, des grands voyages ou juste pour aller au boulot. Tout simplement. Ta sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors pense-y. J'espère avoir éveillé ta curiosité. Si c'est le cas, je t'invite à venir télécharger cette application. Et si jamais tu as des questions supplémentaires, je t'invite à les poser en bas en commentaire. On va essayer d'y répondre. Ou aussi à te rendre directement sur leur site internet où tout est détaillé. Allez, on retourne en Afrique du Sud. J'ai quelque chose de vraiment magnifique à te montrer. Renfile ton casque, tes gants et c'est reparti. Let's go. Je roulais avec Ellie pendant pas mal de kilomètres maintenant, et à un moment donné, je vois un énorme truc bouger à travers les arbres sur ma gauche. Et je n'arrive pas à discerner ce que c'est exactement. J'aperçois des espèces de taches, mais en levant les yeux, incroyable de pouvoir observer des girafes comme ça, entre deux pistes en Afrique du Sud. C'est le genre de moment magique où tu percutes pleinement ce que tu es en train de vivre et la chance que tu as. Je suis resté là une bonne demi-heure à les observer. D'abord seul, puis j'ai été rapidement rejoint par Clara, Manu et François. Ellie a quand même fini par faire demi-tour et est également venue en profiter avec nous. On ne se rend pas forcément compte, mais il faut savoir qu'une girafe c'est vraiment grand. Ça mesure entre 4 et 6 mètres de haut, suivant si ce sont des mâles ou des femelles. Tu te rends compte toi ? En tout cas, c'était un moment incroyable. Histoire de bien terminer cette journée, on se tape une superbe section routière, et ce jusqu'à notre hôtel du soir.
suis full, no assistance là. On a failli tous s'enculer là. Mais tous. François qui arrive derrière, full assistance déclenchée. Putain, c'est trop beau. À la fin. Je commence à beaucoup plus l'apprécier la moto là. Kofi. Ah, t'as tout récupéré? Et encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai été agréablement surpris par le rythme qu'avait Ellie, aussi bien sur piste depuis les petits conseils que j'ai pu lui filer, mais aussi sur route. Depuis le début du voyage, j'avais pas encore pris le temps de vraiment rouler avec elle, ou en tout cas de l'observer, et malgré le rythme que l'on a actuellement, eh bien elle est là avec nous, c'est propre, c'est fluide, ça régale, tout simplement. Hey. T'aurais bien fait une roulade, mais franchement, avec le là la motive y est pas trop. Mine de rien, on a bien roulé aujourd'hui. Et ça fait plaisir de pouvoir arriver dans un nouvel hôtel, poser ses affaires, prendre une bonne petite douche bien chaude et manger un bon plat. Bon, potentielle mauvaise news pour moi, je commence à me sentir un peu mal et avoir un peu la gorge irritée. Et pour le moment, j'ai tellement faim, alors go au resto et ensuite direction le lit pour passer une bonne nuit de sommeil et réattaquer demain. Allez, bonne nuit mon gars. Ça va Ellie? Tu as l'air... Je vais me noyer dans le... Non, évite. On a un demi-poulet, je pense. C'est une salade de poulet ou pas? C'est notre chicken and C'est quoi le truc avec le shirt? Le truc avec le shirt? Quoi? D'ailleurs. Old Mill Country Lodge, Afrique du Sud, le 6 novembre 2022. Aujourd'hui, une nouvelle trace off-road un peu particulière nous attend. On va aller rouler une section que l'on appelle Die Hell. Apparemment, c'est une section qui fait 100 km aller-retour et qui n'est pas de tout repos. L'avantage, c'est que l'on revient au même hôtel ce soir et que par conséquent, il y a tout de suite beaucoup moins de logistique à mettre en place. Ce que j'aime vraiment pas, c'est s'il y a du franchissement. Mais non, mais y a pas. Non, ouais. Là, il y a des pierres. Tout ça mec, c'est un bulldozer, tu rentres dedans. Hein. Allez, ça part pour Die Hell. Let's go. D'une cinquantaine de kilomètres, on tombe sur une espèce de ferme tenue par un couple qui habite ici à l'année. Difficile de se dire que leur route principale pour sortir de la montagne est exactement celle que nous venons d'emprunter. Mais c'est pourtant bien réel. On en profite pour faire une petite pause, manger quelque chose et même dormir un peu à même le sol. Le coup de barre commence à arriver et nous avons encore de la route à faire pour sortir de Die Hell. De manière générale, je suis vraiment agréablement surpris par le groupe avec lequel je suis lorsque l'on roule en off-road. Personne ne pratique réellement cette discipline et il n'y en a pas un seul qui a la ramasse. C'est quelque chose que j'appréhendais pas mal sur le papier avant le départ. Attention, je ne suis absolument pas en train de dire que je suis meilleur que quiconque ici, mais je savais d'avance que certaines personnes n'avaient jamais pratiqué et j'avais peur d'avoir cette frustration sur certaines pistes de ne pas pouvoir avancer comme je le voulais. Jusqu'ici, et d'ailleurs dans toute l'intégralité du voyage, j'ai jamais ressenti ce truc-là.
Fin de section off-road avec Sushi où je t'avoue qu'on s'est vraiment bien fait plaisir. François nous rejoint juste après et clairement ça a été un gros kiff jusqu'à la fin. On est vivant, on est vivant. Parce qu'on s'est embarqué dans un truc où on est content que quand on revient, on se voit pas mort. C'est bien, hein. C'est souvent ça le truc à off-road. Des fois tu t'engages, tu te dis vas-y aujourd'hui peut-être on va jamais se revoir. Comme t'as pu le remarquer, il y a eu très peu de commentaires sur cette section off-road. Tout simplement parce que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Cette section de 100 km était vraiment incroyable. Tout type de terrain, des montées, des descentes, de la grosse caillasse, de la verdure, du désert, des sections ultra rapides et au contraire d'autres sections beaucoup plus techniques, des guets, des grimpettes, enfin bref, c'était vraiment incroyable à rouler. Tout le monde a vraiment apprécié cette section à sa juste valeur. La nuit commence à tomber et il est temps de retourner à l'hôtel. Étant donné nos visages, j'ai l'impression que ce soir personne va faire long feu. On va tous aller au resto, manger quelque chose de chaud, prendre une bonne douche et aller se coucher assez rapidement. On a besoin de sommeil et demain on quittera définitivement cet hôtel pour continuer d'avancer sur notre tracé en Afrique du Sud. Tu peux déposer ton linge, ils te font des petites lessives. Bon, et comme tu peux le voir, je suis encore malade, hein. Tu connais, ça bouge pas. Franchement, ils te plient tout le linge, c'est nickel. Je récupère mon petit caleçon banane. Je suis tellement content de ce caleçon, c'est incroyable. Le temps que je termine de préparer mes affaires, je vais en profiter pour passer un petit message. Malheureusement, le nombre d'abonnés prime encore sur beaucoup de choses et pour pouvoir défoncer certaines portes et rendre concrets certains projets que nous avons, on a besoin d'avoir une communauté encore plus grande que ce que nous avons déjà ici. Donc si tu apprécies l'ensemble du travail qui est produit sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et à venir nous rejoindre sur Instagram, c'est hyper important. Je t'invite également à passer sur la boutique store.blackmarket.fr où tu pourras retrouver nos différents itinéraires de voyage, des sweatshirts, des t-shirts, des paires de chaussettes, de la bagagerie Enduristan et bien d'autres choses encore. Let's go. Je te souhaite une bonne nuit mon gars. À demain. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Old Mill Country Lodge, Afrique du Sud, le lundi 7 novembre 2022.
Cette journée est une journée que je qualifierais de transition. L'Afrique du Sud étant gigantesque, il est parfois nécessaire de sacrifier certaines journées comme celle-ci pour se rendre à des points plus intéressants, se trouvant bien plus loin de notre position. On attaque tout de même par une section off-road qui est un véritable billard, certes, mais très plaisante à rouler. Gaz en grand, ça permet d'envoyer de grandes glisses sans pour autant se faire surprendre par la piste qui est constituée de successions de courbes assez similaires. Bon, ça n'empêche pas de se faire surprendre. La preuve, j'étais focus sur la route sushi et c'est un truc à jamais faire. Toujours regarder devant. J'ai préféré sortir sans forcer et risquer la chute, quitte à prendre le risque de m'en coller une en bord de piste. Mais la vitesse était minime, je pense pas que ça aura été bien grave, même si j'aurais pu abîmer la moto. Ça va? Tu as bien dormi? Oui. C'est bien. On s'arrête en station-service pour remplir les réservoirs. L'aller-retour de Daihel hier nous a bien fait consommer. On souffle un peu et on en profite également pour refaire les pressions des pneus. Étant donné que les prochaines pistes ne seront pas pour tout de suite, ni pour demain d'ailleurs, on va essayer d'économiser ce qu'il reste de gomme pour pouvoir en profiter un peu plus sur les pistes d'ici la fin du trip. Salut toi. Bah oui, tu te mets en boule. Mais ils vont t'écraser. Tu vas aller où? Je vais t'aider. Bah oui, petit bonhomme. Mais tu vas te faire bobo. On se dirige ensuite vers le premier restaurant de la journée, sans pour autant négliger le plaisir que l'on peut prendre sur les routes sud-africaines. Avec Clara, on s'est fait plaisir à enchaîner toutes ces courbes gaz en grand, le tout en discutant et en rigolant dans l'intercom. Ce genre de petite session qui fait grave plaisir. Fin d'après-midi approche à peine que l'on arrive déjà à notre prochain spot pour dormir ce soir. Personnellement, l'arrivée à cette heure-ci m'arrange. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de fatigue, en plus d'avoir un peu froid. Je vais prendre une douche bien chaude et taper ma meilleure sieste. Une bonne heure s'écoule et on se rejoint ensuite tous au restaurant le soir, histoire d'en remettre une petite couche concernant la nif de Julien, le vidéaste de l'équipe qui fête ses 31 ans aujourd'hui. Après manger, on se pose dehors tous ensemble, histoire de boire un coup, et discuter notamment concernant l'avancée du trip d'un point de vue vidéo avec Julien et Manu, histoire de voir les plans qu'il pourrait manquer à Julien, ce que l'on pourrait faire pour faciliter son travail, ce genre de choses quoi. Ce soir-là, on découvrira également que William est un grand amateur de rap, ce qui nous fera embrayer sur un espèce de jeu musical où chacun doit balancer des classiques de son répertoire. Une soirée tranquille, mais bien cool, le tout animé par DJ Carbone 23, avant d'éteindre à nouveau la lumière et de partir au pays des rêves. Demain, une grosse journée d'activité hors moto nous attend, mais elle promet d'être riche en émotions. Bonne nuit mon gars. Tsitsikamma, Afrique du Sud, le mardi 8 novembre 2022. Aujourd'hui, ça va être un jour un peu différent. Peu de motos prévues, mais quelques activités tout de même, histoire de couper un peu avec les nombreux kilomètres que nous avons déjà parcourus jusqu'ici à moto. Mais avant de partir, je ramasse mes flouses sur l'application Liberty Rider. Elle était nulle
deuxième. Ouais. Ce matin, nous allons faire de l'acrobranche, tous ensemble, sans exception. En termes de glamour sur une échelle de 1 à 10. Elle me l'a vu poser dans notre casquette juste sur le dessus. Il manquait genre 10 cm. Ouais, il est dans son mémoire. Ah, pas vraiment. Hein. Il y a le mec qui va changer. Amandine n'était pas du tout rassurée à l'idée de glisser sur des câbles, et elle nous avouera par la suite qu'elle en a vraiment une peur bleue. Mais tu sais quoi? Pas de bol pour elle, ici, on est là pour combattre nos peurs. Alors en la motivant un peu, et en l'inscrivant derrière son dos aussi, on va pas se mentir, Amandine nous a suivis, et semble d'ailleurs s'être rapidement habituée au vide. Tout se doit passer, c'est tout va bien. Oh, comme il se la pète. Chouette moment en tout cas. Partager tous ensemble, en plus d'être un petit échauffement pour certains d'entre nous, par rapport à ce qui va arriver juste après. Pas très à l'aise sur l'atterrissage. Liberty Rider. Pensez-vous very funny, very interesting, very good start for the what coming after. Une fois l'acrobranche terminée, on reprend la route pour quelques kilomètres à peine, direction une autre activité un peu plus intense. On arrive sur Spot. Maintenant, il va s'agir de sauter à l'élastique, et ce de 216 mètres de haut. En arrivant, j'ai vu quelqu'un sauter de loin, et je me suis dit direct, ok, je veux le faire. Je suis juste pressé d'être au bord du vide et de pouvoir voir comment est-ce que je vais réagir. William, Sushi, Valerio, Manu et moi-même avons décidé de sauter. On s'équipe et direction le pont. Bon, let's go dead. Après un rapide briefing, on doit prendre une tyrolienne pour accéder à la plateforme. Let's go. Un petit commentaire, Valerio? Franchement là, j'ai juste envie de me dire, tu sais quoi, il y a des frites à l'entrée. J'avoue que ça sent les frites. J'avoue que ça sent les frites. Qu'est-ce qu'on fait là? Viens, on va s'asseoir, on mange un bout tranquille, on discute entre potes. Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire cette distance-là? Je vais pas te mentir, pendant la traversée en tyrolienne, t'as le temps de voir le vide et surtout de te rendre compte de la hauteur à laquelle est-ce que l'on s'apprête à sauter. Quand tu commences à voir le, tu fais ok. Là, j'ai pris une pression. Pression qui a d'ailleurs aussitôt disparu une fois les pieds de nouveau au sol. C'est vraiment très haut, c'est haut de ouf. C'est haut de ouf. Différents élastiques pour différents poids de corps. On va donc sauter dans un ordre bien précis. Le premier à s'élancer, c'est Sushi. Let's go. Si. Hein? C'est très long, mec. C'est tellement long. C'est bon. T'es là en mode. Oh, encore. Et là, paf, ça te tend, et tu remontes dans l'air. Tu vas respirer, je crois. Vient ensuite le tour de William, ainsi que de Manu. Valerio et moi-même sommes les derniers à sauter. Il est dead. Let's go. C'est Brian. Wow. Faire là. Il replonge. Regarde-moi ça comme il est gainé. Ça va la salsa. Vraiment incroyable comme sensation. Le moment où tu mets l'impulsion pour sauter et que là, à ce moment précis, aucun retour en arrière n'est possible et que tu le percutes, c'est quelque chose. Le moment que j'ai préféré, c'est lorsque tu te retrouves en lévitation après le premier rebond de l'élastique. Ce moment où tu flottes et plus rien ne se passe, c'est incroyable. Par contre, contre-coup du saut, forcément il y a un moment de latence avant que l'on vienne te récupérer. Et tu restes la tête en bas. Le sang remonte jusqu'au crâne, et là c'est juste horrible. C'est interminable.
Je me suis d'ailleurs chopé une de ces migraines pendant au moins 2 bonnes heures par la suite. Heureusement que François était là pour m'aider à m'en débarrasser. On chill un peu sur Plettenberg Bay durant l'après-midi, juste après notre petit restaurant. Bah oui, après toutes ces activités de ce matin, on a besoin de récupérer des forces avant de reprendre la route. En fin de journée, on longe une jolie plage, où je ne pourrais d'ailleurs pas m'empêcher d'aller y poser les roues de la Tiger 900 Rally Pro, histoire de me faire plaisir, le temps d'un aller-retour. Rider sur le sable en bord de mer, c'est impossible d'être déçu. La sensation est juste incroyable. Il y a toujours ce ressenti de flotter légèrement sur le sable, de ne pas avoir l'impression d'avoir du grip, de venir caresser le bord de mer. Pat immortalisera cet instant, et c'est de manière hyper spontanée. On se contente de rouler, kiffer, et lui il shoot. Oh. Le réservoir il a un mini poc et les crash bars ils sont serrés. Ça fait ça en fait. Au lieu de sauter comme ça. Ouais. Incroyable mec. C'était beau en tout cas. Hein. Bah merci. Quand Pat il a fait le shoot, il a fait. Ouais. Ouais grave, il était en transe quoi, c'était incroyable. En transe, mais genre une vraie transe tu vois. Ouais. Journée de fou, journée de fou, clairement. Avant-dernier jour de notre voyage en Afrique du Sud. Le contre-coup commence à arriver, mais on essaye de ne pas y penser et de continuer à profiter un maximum. Ce soir, on ne tarde pas. Demain, on doit se réveiller tôt, très tôt. Genre avant 6h. Allez, bonne nuit mon gars. Et ne tarde pas trop si tu veux être en forme demain. Naïsna, Afrique du Sud, le 9 novembre 2022. Réveil à 5h50 ce matin pour un petit déj à 6h, pour ensuite rapidement prendre la route car une longue journée nous attend. On démarre sous une météo un peu mitigée. J'espère que le soleil sera rapidement de retour. On n'a plus l'habitude du mauvais temps, nous. Sur les coups de 9h, on s'arrête du côté d'Albertinia pour remplir à nouveau les réservoirs des motos et prendre un petit café dans un coffee shop ultra cool et avec beaucoup de variétés de café disponibles. J'ai eu tellement de mal à choisir que j'en ai pris plusieurs. La dose de caféine dans mon corps étant à son maximum, me voilà de nouveau opérationnel pour reprendre la route jusqu'aux prochaines pistes. Sépare parfois des amitiés, c'est pas qui comprend pas. Ça arrive, ça arrive. On se retrouve de nouveau sur un maxi boulevard. Gaz en grand et on traverse les terres par les pistes du côté d'Heidelberg. Les kilomètres s'enchaînent et la 1200 Tiger de Manu a un problème de frein arrière. Les plaquettes ont fondu dans l'étrier et avec le peu d'outils qu'on a, j'essaye de dégager les plaquettes pour ne pas aggraver la situation. Mais la goupille est complètement bloquée, on va donc devoir rester comme ça. On arrive ensuite face à une rivière. J'étais ultra saucé à l'idée de la traverser à moto, mais il s'avère qu'un bateau vient nous récupérer pour que l'on puisse traverser la rive.
continue par les pistes pendant de nombreux kilomètres encore, à tel point que parfois j'en oublie qu'on roule à gauche. L'image est plus impressionnante que ce que c'était en réalité, mais j'ai préféré dégager à droite plutôt que de recouper à gauche. Ça aurait pu faire peur à l'automobiliste, ou en tout cas plus que ce que la situation n'était déjà, et il aurait pu se déporter en même temps que moi, et là ça aurait été vraiment chaud pour le coup. C'est quoi? On va envoyer un caillou, peut-être pas. Ah ouais? Ça fait mal. Eh, il paraît que j'ai plus de plaques. Ouais, je te dis pas. Oh, il y a un problème là. Avant le bateau, apparemment. Je crois que William n'aura jamais eu un groupe aussi peu discipliné, on va dire. Eh, va falloir changer de loueur, je pense. Visiblement, je roule sans plaque depuis un bon moment déjà. Bon, c'est pas grave. Dans le fond, c'est pas plus important que ça et ça ne m'empêchera pas d'avancer. On est maintenant du côté d'Overberg, qui est une région à l'est du Cap. Cette région a toujours été considérée comme le grenier du Cap et est largement consacrée à la culture céréalière et plus précisément du blé. Les fruits sont également une autre culture importante dans l'Overberg. Ici, on y trouve également une grande diversité de plantes à fleurs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est pas là-bas. L'océan Indien borde de Hoop Rivers, là où l'on se situe exactement. Et c'est un spot où l'on peut voir régulièrement des baleines, en plus des antilopes et des zèbres, des autruches et de tout un tas d'autres animaux que l'on a déjà croisés. On aura d'ailleurs la chance d'en apercevoir une, au loin. On reste posé là un bon moment, on profite de l'air marin, de la vue et du calme, avant de récupérer les motos et de se remettre en route direction le fameux Cap des Aiguilles. On est maintenant au Cap des Aiguilles, soit la pointe la plus au sud de l'Afrique. Impossible d'aller plus loin. Le continent africain s'arrête ici. C'est également à cet endroit que l'océan Indien ainsi que l'océan Atlantique se rencontrent. En face de nous, après l'océan, se trouve l'Antarctique. Je trouve ça à la fois dingue et satisfaisant de se dire que là, on est au point le plus au sud de l'Afrique. Si tu parcours 13 000 km tout droit en traversant l'océan, t'arrives en Antarctique. Au contraire, si tu fais 13 000 km en arrière, tu te retrouves directement au Maroc. Notre hôtel de ce soir se trouve juste en face de là où nous avons terminé notre journée. On récupère nos chambres, et encore une fois, la vue ainsi que la chambre est juste incroyable. Non mais sérieux, toujours plus les chambres quoi. Comment ça tue? Incroyable. La baignoire on dirait un bobsleigh. La vue. Oh là là.
ça a niqué mon plan. Dans les vraies vidéos d'agents IMO, c'est tout ouvert, tu vois. Depuis le début de ce voyage, que ce soit les lits, les douches ou encore la nourriture, c'est un pur régal. Autant dans tous les anciens trips que j'ai fait, c'est le genre de truc où t'y prêtes pas trop attention, sachant que déjà on dort la plupart du temps par terre et dehors, on va pas se mentir, forcément tout de suite t'y prêtes un peu moins attention, même si on tombe sur des vues quand même ultra stylées. Mais alors là, étant dans un confort pareil, limite, parfois durant la journée tu te demandes à quoi ressemblera ta chambre du soir et s'il est possible de faire encore plus confort que la dernière. En tout cas, même si les nuits sont courtes, c'est vraiment un régal de pouvoir se reposer dans des chambres pareilles. Après le repas de ce soir, les propriétaires nous ouvrent une salle où se trouvent de grands canapés ainsi qu'une énorme cheminée qu'ils allumeront pour notre plus grand plaisir. C'était tellement agréable que certains d'entre nous s'endormiront même au coin du feu. Allez, bonne nuit mon gars. Demain sera notre ultime journée à moto, alors tâchons d'être en forme pour finir en beauté et non dans le ravin. Let's go. Cap des Aiguilles, Afrique du Sud, le 10 novembre 2022. Réveil au Cap des Aiguilles. On se lève une fois de plus super tôt, trop tôt même. Avec la chambre et la vue que j'avais, j'aurais rêvé d'une grasse mat avec ouverture des yeux quand mon corps l'aurait décidé. Il est 6h30 et on sort du lit direction le petit-déj. Programme de la journée, aller voir des requins en mer, rider le bord d'une côte et retourner sur Cape Town pour rendre les motos. Malheureusement. Tu sens la fin du voyage arriver ? Ouais, moi aussi. Mais bon, tâchons de ne pas y penser. On s'équipe, on charge les affaires dans le 4x4, on quitte l'hôtel et on rejoint les motos. Je crois que c'est la première matinée où je fais vraiment tout à reculons. C'est sûrement dû à la prise de conscience du fait que c'est la dernière fois que je vais faire de la moto en Afrique du Sud. On arrive très rapidement sur une petite piste qui va s'avérer être un véritable boulevard. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la poignée de gaz va encore rester bloquée. Et bah je crois que c'est ce que l'on appelle un réveil express mon gars. Une fois cette section off-road terminée, on reprend la route en direction de Gants Bay et plus précisément chez Marine Dynamics. À la suite d'un briefing et d'un petit déj additionnel, on embarque dans un bateau un peu spécial et direction l'océan pour aller à la rencontre de requins. On rentre dans une cage immergée dans l'océan et on observe. Marine Dynamics est en étroite collaboration avec les scientifiques. Ils étudient et répertorient les différentes espèces de requins, en plus de se soucier de leur bien-être ainsi que de leur protection, tout en sensibilisant le public sur le mode de vie des requins ainsi que leur importance dans l'écosystème.
À chaque sortie en mer, rien n'est garanti. Toutes ces espèces ne sont absolument pas en captivité. Et il est tout à fait possible de ne voir aucun requin, ni otarie, ni baleine, ni quelconque animal d'ailleurs. Par chance, nous aurons pu voir 3 requins bronzes, des otaries et même quelques dauphins au loin. Une chouette expérience en tout cas, même si ce jour-là l'eau était relativement trouble et qu'il était limite plus appréciable d'observer ces animaux depuis le bateau. On aura quand même eu chaud avec l'un d'entre eux, qui a bien failli rentrer dans la cage. Oh la dinguerie gros. Oh la dinguerie. Ah il était accroché, j'étais super. De retour sur la terre ferme, on récupère les motos et on part en direction de Koppelberg afin de pouvoir aller rider une route bien connue du monde entier, la fameuse R44. Cette route apparaît souvent dans les spots publicitaires automobiles, et on comprend vite pourquoi. Le bitume est incroyable et la vue est complètement malade. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir ici. Et en plus de ça, on a de la chance car la météo est au rendez-vous. Par contre, le vent souffle super fort. J'aurais aimé pouvoir revenir avec des plans au drone bien plus travaillés sur cette zone, mais les fortes rafales de vent m'en ont empêché, au point que j'ai failli perdre mon DJI Mini 3 Pro. Ces rafales devaient dépasser les 55 km/h, soit plus que ce que ce drone est capable d'atteindre en vitesse de pointe. Et forcément avec le vent contre lui, difficile de voler. Une fois mon drone récupéré et un peu de temps passé à observer cette magnifique côte, Sushi, Valerio et moi-même sommes les derniers à partir. Et comme nous sommes les derniers et que nous devons rattraper le groupe, on ne va pas manquer cette opportunité de mettre un peu de gaz. Let's go! Avant de te quitter définitivement, du moins pour ce voyage, il faut que je te précise quelque chose. Il est vrai que depuis le début de ce voyage, nous avons quand même pas mal roulé. Et parfois, même souvent, à des vitesses plus élevées que la normale, c'est clair. Mais il faut que tu saches que si tu souhaites passer par West Eurobike pour un voyage similaire, ce que tu as pu voir durant l'intégralité de cette série, d'un point de vue rythme à moto, ce n'est pas du tout représentatif de ce que propose habituellement William. C'est juste notre façon de rouler et nous l'avons adapté à ce voyage afin de pouvoir en tirer le meilleur d'un point de vue plaisir, mais aussi d'un point de vue image pour pouvoir te raconter cette histoire d'une manière similaire à ce que l'on propose déjà sur cette chaîne depuis bientôt 10 ans. En partant, j'avais oublié de réactiver les assistances, ce qui m'a valu 2 ou 3 glisses bien sport. Mon pneu arrière qui est slick n'a clairement pas aidé pour l'adhérence, mais c'était grave cool. On s'est fait plaisir et c'est le principal. Ouais, putain mec, à un moment donné j'ai perdu l'arrière. Ah ouais? Parce que j'ai plus de pression, aucune assistance, rien. C'est vrai que t'as rien. Je suis parti comme ça, elle a fait tac, bam, et elle est repartie nickel. Putain. Franchement, t'as vu comment c'est clean? Ça en sportive? Ah oui, si, franchement, tu reviens ici avec lui. Et pas un 1000, hein, tu prends un 600. Non, un 600. Oh là là, avec ta D et tout. Avec mon 675 là-dedans, tu fais du sale. Les remises de gaz, j'y allais tout doux. Après la première frayeur, je fais ok, bon, on va éviter de se sortir sur la dernière route du trip, ce serait dommage quand même. Tu as mis la moto pliée en deux. Alors attends. I have to go to take the other part. Alors, is the fourche and the front wheel? Julien, where is the engine, please? Ça serait ouf. Le groupe est à nouveau réuni et il est maintenant temps de rentrer sur Cape Town, et plus précisément chez Triumph pour rendre les motos. Ça me fait presque mal au cœur de la rendre. Je m'y étais attaché moi cette Tiger 900, même si je l'ai beaucoup critiqué j'avoue. Mais on a vécu de jolies choses ensemble. On retourne à notre hôtel initial, l'hôtel de Charles, et je récupère la même chambre qu'au début du voyage. Ça c'est un petit kiff personnel. J'ai presque la sensation de revenir chez moi tellement je m'y étais habitué à cette chambre. Dernière soirée tous ensemble sur Cape Town, et pour fêter tout ça, on mange dans un restaurant atypique, The Gold Restaurant. 14 repas sont servis, avec 14 spécialités différentes. Des interludes avec des spectacles de chant et de danse sont également au programme, entre chaque service.
utile de le dire encore, la nourriture était incroyable, mec. Et cette façon de cuisiner ces différents plats, les épices utilisées, les sauces, les accompagnements, c'est toujours une explosion de saveurs, c'est incroyable. La dernière représentation est consacrée à la royauté, soit un hommage aux reines et aux rois d'Afrique. Dans cette pièce, l'arrivée de la reine, mère de la tribu vêtue de beaucoup d'or, saupoudrant de la poussière d'or de 24 carats comme symbole de richesse et de pouvoir. Elle porte des lunettes dorées afin d'éviter tout contact visuel avec les gens ordinaires. Dernière scène, le spectacle du personnel où les serveurs, le personnel de cuisine, ainsi que les animateurs viennent chanter et danser avec les invités pour les remercier d'avoir visité ce restaurant. Une véritable célébration de la vie, ainsi que de la communauté au Gold Restaurant. Hôtel de Charles, Cape Town, Afrique du Sud, le 11 novembre 2022. Réveil à l'hôtel de Charles. Tu commences à le connaître celui-là. Dernier réveil dans cet hôtel et dernier réveil en Afrique du Sud tout court. Ce soir, on décolle direction Paris-Charles de Gaulle. Le fugitif Brian serait aperçu là en train de rentrer dans sa résidence secondaire ici à Cape Town avant de prendre son avion ce soir à l'aéroport international. Il tenterait de nouer le contact avec une nouvelle organisation mafieuse de yoga qui se trouverait juste à côté de sa résidence. On remarque au coin de la rue 4 Jeep Rubicon garés. C'est louche. On capte assez rapidement que ces 4 véhicules ainsi que leurs chauffeurs nous attendent. Et vu les montures des pneus, on se doute qu'on ne va pas rester sur l'autoroute bien longtemps. Pourquoi donc, Ellie? Parce que je trouve que le plastique est très beau. Ouais, je comprends. Le plastique, ouais. Voilà, le plastique. On embarque avec nos pilotes et direction les dunes de Cape Town, aussi appelées Atlantis Sand Dunes. Arrivé sur place, on abaisse les pressions des pneus. Enfin, on vide carrément le pneu en fait. Et on s'engage sur les dunes. Sur les coups de midi, on s'arrête et on chope un petit panier repas. Ceux qui veulent aller faire du snowboard sur les dunes, ou plutôt du sandboard, peuvent, pendant qu'une autre partie du groupe chill au soleil. I knew that it
incroyable moment passé sur les dunes avec toute l'équipe, ainsi que celle de Jeep Tour. C'est cool de pouvoir prendre du plaisir sur une activité tout en restant passif. Je vais m'acheter à la porte à côté de chez moi. Derniers instants sur Cape Town et on décide de tous se retrouver dans un bar histoire de boire quelque chose et éventuellement aussi de manger quelque chose, parce que le prochain repas ne sera pas avant minuit dans l'avion. Sorry. Il est 18h30, notre transfert pour l'aéroport ne va plus tarder maintenant. On a juste le temps d'avaler un dernier petit encas et d'amorcer un retour vers notre hôtel de Charles pour récupérer nos bagages. Cette fois-ci, nous quittons Cape Town définitivement, direction l'aéroport. Notre avion décolle ce soir à minuit. Maintenant que l'on est enregistré et que nos bagages sont partis en soute, il nous reste plus qu'à patienter. Bon, et si on se faisait une petite récap de toute cette aventure en Afrique du Sud? T'en penses quoi? Let's go! En novembre 2022, on est parti 2 semaines en Afrique du Sud. Accompagné de Clara, Sushi, Patrick, Valerio, Ellie, Julien, William, Amandine et bien entendu sans oublier toute l'équipe de Liberty Rider, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, c'est pas moins de 2000 km que nous avons parcouru à moto sur une grande partie du pays. De Cape Town jusqu'au Cap des Aiguilles, nous avons eu l'incroyable chance de pouvoir découvrir ce pays absolument magnifique. Que ce soit de par les paysages, la gentillesse des gens ou encore la nourriture, l'Afrique du Sud est une terre incroyable, regorgeant d'histoires et de surprises qui mérite vraiment d'être découverte et si possible à moto. La possibilité de voir des animaux majestueux, mais aussi de bonnes grosses sections routées off-road où l'on a pu clairement envoyer comme il le fallait. Au grand désespoir de William, notre guide, qui aura eu quelques sueurs froides du fait qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des groupes aussi peu disciplinés. Peut-être une caution, ça passe en note de frais chez Liberty ou pas? Parce que